Non, non, de Joseph Kabila avec, Alors, avec Katumbi. Est-ce un message fort pour que les régimes comprennent que les choses sérieuses maintenant commencent? Parce que Fayoulou, Katumbi, Sesanga et les autres, ensemble, c'est une arme très difficile à lutter. Certains s'attendent 2 ou 3. Non, écoutez, c'est que les amis Sesanga et Katumbi ne savent pas, les Fayoulou ne savent pas. Les deux ici, ils ont toujours été ensemble. Vous dites? Les deux, Kabila et Katumbi, ont toujours été ensemble. Vous parlez de la réconciliation. Et ils ont toujours, ils ont la même, le même tronc. Le même tronc. Comment ça? Les mêmes racines. C'est des Siamois? Ils ont toujours été ensemble. Là, je pèse mes mots. Ils ont toujours été ensemble. Et ce n'est pas un événement de les voir ensemble comme ça. Alors, ils ont eu des petits différends sur des problèmes d'argent. Peut-être qu'ils se sont mal partagés, l'un a roulé l'autre. Parce qu'une fois, ils ont tenté de se réconcilier au Katanga là-bas, oui. sous la houlette de... Réconciliation katangaise. Oui, oui, de l'évêque là-bas. Mais dès qu'on leur a donné l'opportunité de se retrouver face à face, l'un a demandé à l'autre des comptes. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire à cette heure? Et là, je sens qu'il est dans une réunion avec les Kabila ici. Il me dit, non, écoutez, Christopher, nous vous proposons de prendre le CNSA. Okay. Là, on a fini le truc de la Senko, là. Okay. Le président Tshisekedi est mort, le docteur Etienne Tshisekedi. Mais nous proposons de prendre le CNSA et tout ça. J'ai dit, ah bon? Êtes-vous d'accord ou pas? J'ai dit, mais vous êtes de la CENI. Le président de la CENI qui vous proposait de prendre le CNSA. Est-ce que lui, il est politique? À vous de répondre. Une confusion totale. On nous dit non, la Gécamine doit de l'argent à Billy Rothenbach. Alors, il faut céder ceci et tout ça. J'ai vu un monsieur Kibasa dire, ça, je ne le ferai pas. C'est un Katangais. Il dit, je ne peux pas le faire. Là, dans la bouche, la plupart des gens, c'était, il faut privatiser la Gécamine pour qu'elle devienne performante. Moi, je me demande, mais cette privatisation-là, est-ce que les individus qui vont prendre, je ne sais pas, les actions dans la Gécamine, ou bien qui vont créer d'autres sociétés, et tout ça, est-ce que l'État serait ouvert? Point d'interrogation. Vous savez ce que la privatisation? Depuis Mobutu, ces discours-là, je l'entendais, même à la conférence ensemble. Privatisation, privatisation. C'est-à-dire le bien qui nous appartient, qui appartient à l'État. On vous dit qu'il faut que ça appartienne aux individus. C'est un mot que beaucoup, peut-être sans le maîtriser, adopté. Et ce discours n'a pas changé. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, au lieu de dire que nous avons des mauvais dirigeants, des mauvais mandataires, on nous dit la solution, il faut toujours privatiser les entreprises publiques. Si c'est devient des entreprises, donc si elles appartiennent au privé, elles vont mieux fonctionner. Non, les gens qui ont plus l'expertise. Nous avons vu, j'aurais voulu qu'on privatise, que ces entreprises-là reviennent à partir au Congolais. Les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue, résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction.
Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen. Soyez le bienvenu une fois de plus, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers à vous Congolais, surtout les Congolais de la diaspora, parce que vous nous exigez beaucoup. Nous faisons également l'effort d'aller chercher les invités que vous voulez, malgré leurs multiples occupations, mais du moins, ils répondent parce qu'ils aiment les Congos et l'intérêt des Congolais. Il a une fois de plus répondu à votre réclamation et votre invitation. Lui s'appelle Christopher Ngoy Mutamba. Il est ici avec nous. Il est coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Il est ici avec nous. Je ne vais pas citer d'autres casquettes parce que c'est un grand politicien de mon pays. Monsieur Christopher Ngoy, soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup, cher ami. Monsieur Christopher Ngoy, avec vous, il y a tellement de sujets. Mais notre thématique d'aujourd'hui va nous permettre d'aborder plusieurs questions. Le régime Tshisekedi a-t-il échoué face à ces grands Congos ou par rapport à la mission de ces grands Congos? Tshisekedi, avec son opposition, il avait fait plus de 30 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, son fils au pouvoir, sous son leadership, il semblerait que l'échec est patent. Vous êtes de la société civile, vous avez l'écho de la population. Voilà pourquoi les Congolais, surtout de la diaspora, ils ont voulu à ce que vous puissiez répondre face à toutes ces questions, vu l'actualité aussi. Monsieur Christopher Ngoy, d'entrée des jeux, est-ce que les Congos méritent les dirigeants que nous avons? Le Congo mérite le dirigeant que nous avons à la tête du pays. Je voudrais parler du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas tombé ou sorti d'un buisson. Il est le fils de feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Oui, c'est là qui a été dans l'UDPS, qui a façonné qui a façonné notre démocratie. Et M. Félix est entré au pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît. D'abord, dans une coalition, ou accompagnée par une coalition FCC-Cash, FCC qu'on connaît très bien, qui a vendu le pays. Qui a vendu le pays. Okay. Et M. Tshisekedi est arrivé. Il a eu la subtilité ou la souplesse d'éviter un bain de sang, parce que les autres se sentaient complètement laminés. Pour eux, il fallait créer une situation de désordre après les élections, et comme ça, on nous amènerait vers l'inconnu. Lui a su maîtriser tout ça. Et le moment venu, il a tiré son épingle du jeu. Il a mis de côté lui qui n'avait aucun levier substantiel entre ses mains, mais il a réussi à mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Mais il s'est retrouvé confronté à un système politique qui fait que, bon, lui, il est président. Il se retrouve avec une assemblée
nationale dont la configuration, qui est une mosaïque dans sa configuration, et avec une machine politique très lourde à ordonner. Et tout ça sont des pesanteurs, et avec un personnel politique atypique. Parce que vous savez, ailleurs, le personnel politique se recrute et façonné de manière à comprendre les enjeux essentiels de la nation. On s'est retrouvé avec un pays qui a plus de 1000 partis politiques. Il n'y a pas d'institution qui forme ces politiciens, et les partis politiques n'ont pas d'école, n'ont pas d'idéologie affichée. Et c'est dans ce méandre-là où il est appelé à tirer la résultante, c'est-à-dire faire l'essentiel, à mener le pays, à mener le Congo dans une bonne direction. Oui, on ne lui pardonnerait pas. Pourquoi? Parce que le pays était dans la merde. Ça, on doit vous le confirmer. Nous sommes mieux placés pour l'avoir vécu. Et ce monsieur, moi je pense qu'il est exceptionnel. Il a été un équilibriste hors du commun. Pourquoi? Parce que là où le commun des mortels se disait, il faut qu'il agisse de telle manière, mais lui a pu concilier les risques, les faiblesses, les menaces, les atouts ou les forces, et tirer la résultante en jouant aussi sur le temps. Cela lui a permis à éviter le Congo, le chaos au Congo. Le personnel politique, parce que vous avez dit les politiciens. Le personnel politique, moi je pense que il tire le pays vers le bas. Et il nomme des gens en se disant, aujourd'hui nous avons un gouvernement de plus de 50 ministres. Tout simplement parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Il y a des considérations qui sont imprimées dans notre façon de penser, façon d'imaginer, façon de penser politique, qu'il faudrait que les jeunes se retrouvent, il faudrait que les femmes se retrouvent, il faudrait que les handicapés se retrouvent, il faudrait que toutes les provinces, et nous en avons 26, se retrouvent dans ce gouvernement-là. Il faudrait, alors que le gouvernement n'est pas une instance de représentation. L'instance de représentation, sont des assemblées que nous avons, aussi bien provinciales que nationales, ou les Sénats. Alors, le gouvernement qui devait avoir juste quelques ministres, des techniciens chevronnés, des gens portant la vision du chef de l'État, et qui agirait que pour l'intérêt suprême de la nation. Nous nous retrouvons avec un gouvernement qui a une instance, un va-tout. Donc, on y met beaucoup de considérations. Et dans ce contexte, dans cette configuration-là, je suis mieux placé pour vous dire que M. Félix, c'est l'homme qu'il fallait. M. Félix, c'est l'homme qu'il fallait. Certains, jusqu'aujourd'hui, pensent qu'il est le mal du Congo. Le régime Tshisekedi a fait reculer le Congo de 20 ans ou de 30 ans. Parce que lui-même, Félix Tshisekedi, selon les opposants, il est le fruit de l'accord. En dehors de l'accord, lui-même n'a pas respecté cet accord. Aujourd'hui, si tous les mal que nous avons, c'est parce que Tshisekedi a voulu faire les malins du moment que Kabila et son groupe, ils ont eu à faire avancer les pays. Est-ce le cas? Vous êtes de la société civile. Je suis de la société civile. Je me base beaucoup plus sur les indicateurs. Et je voudrais également, c'est pas révéler, mais je voudrais
mais situé dans le principe actif. L'État, c'est l'émanation de la société. C'est cette personne morale qui est conçue pour rendre service à cette société, mais qui fonctionne avec des institutions. Et ces institutions sont animées par nous-mêmes Congolais, qu'on appelle souverains primaires. La société civile est ce fêtier qui contient le souverain primaire, qui, dans sa mission principale, consiste à faire en sorte que le souverain primaire puisse jouer son rôle en boostant l'État, et en retour, l'État peut lui ramener l'ascenseur. Et dans un environnement où on vous dit que les partis politiques, qui ne sont que des associations spécialisées dans la politique, qui relèvent du domaine privé, qui relèvent de la société civile. Chaque parti politique a ce qu'il appelle un projet de société. Les projets de société sont des compilations des desiderata de la population. Et très souvent, c'est tiré de la société civile. Et dans ces principes actifs-là, on engage une action politique. On doit pousser toute cette machine-là vers les équilibres, vers le bien-être de l'ensemble de la population. Et pour ce faire, il faut asseoir le pays sur des véritables piliers, sur un socle solide et stable. Mais si c'est un bien-être, je dis bien d'un être étriqué, il est éphémère. Nous avons commis des épisodes. Mobutu, vers la fin de ses jours, en difficulté et tout, et notre ciel a vu planer des charognards qui se disaient bientôt Mobutu va tomber, il faut déjà se positionner pour aller se servir. Et Mosé Kabila est arrivé. Mosé est arrivé alors que nous sortions de la conférence nationale souveraine. Je l'ai toujours dit. La conférence nationale souveraine a eu le mérite d'étudier dans chaque domaine d'activité de notre société, d'analyser, de faire des états des lieux, d'élaborer des concepts et de donner des orientations qui devaient amener le pays vers un réel développement. Aujourd'hui, j'ai toujours regardé, j'en ai 2 valises, des rapports de la conférence nationale souveraine. Et des fois, quand j'ouvre pour lire, avec un peu de recul, je comprends que le monde entier a eu peur de la conférence nationale souveraine. Parce qu'ils se sont dit, avec ça, les Congolais vont se relever. Donc avec les conclusions de la conférence nationale souveraine, on ne pouvait que se relever. Donc les Zaïre allaient de l'avant parce qu'il y avait des résolutions appropriées à nous. Appropriées à nous. Ok. Et édictées à notre situation. Édictées par le peuple. Ok. Mais malheureusement,
Mobutu n'a pas compris. Le premier à ne pas avoir compris, c'est Mobutu. Ses lieutenants. Je vois celui qui est à la sécurité. C'est lui qui est mort? Oui. Maëlé? Non, non, la sécurité. Ngwanda? Oui, de Gwanda. Ok. Il n'a pas compris. Et ils avaient une façon de voir, de considérer le pays comme un bien. Un bien privé. Un bien privé. C'est ça le malheur du Congo. Et ceux qui ne voulaient pas la conférence nationale, on est allé chercher Mouzé, et puis on lui a donné une équipe de mercenaires qui l'ont porté au pouvoir à Kinshasa. Et lui étant un vieux chevronné, et il a eu à résister parce qu'il y a certaines choses qu'on lui demandait de faire. Il n'a pas voulu le faire et on l'a exécuté. Ça s'est payé cash. Donc Kabila, c'était un patriote, si je crois. C'est un patriote. Nationaliste aussi? Oui, oui, oui. On l'a exécuté. On l'a exécuté. Donc on peut confirmer que Kabila, c'était un héros. C'est un héros. Okay. Il n'y a aucun doute. Okay. C'est un héros. On l'a exécuté. Et ceux qui doutent qu'il n'est pas héros... Même Mobutu. Il ne maîtrise pas l'histoire. Parce que Mobutu, à un certain moment, il a dit « Après moi, on risque d'avoir le déluge. Et tu sais qu'il va le voir à Cap-Martin. Il dit « Il se cause à deux. Il faut connaître le pays, moi je connais le pays. Voilà les dangers qui nous menacent. » Ils ont parlé à deux. Voilà les dangers qui nous menacent et tout ça, qu'est-ce que devons-nous faire? Il dit, je ne suis venu à tous ces mécanismes-là et tout ça, moi je pense que vous êtes mes outils pour prendre la direction du pays et corriger certaines choses. Et c'est là où j'ai dit, Ngwanda n'a pas compris. Lui était au pays. Ngwanda n'a pas été au pays ici. Okay. Et Tshisekedi revient, lui ne comprend pas. Il a dit, bon, écoutez, le maréchal n'a pas dit ça, et tout ça, il a contredit, et tout ça. Mais il ne saisissait pas le moment. Vous pensez qu'il y a certains collaborateurs qui sont autour du chef qui n'aident pas souvent les chefs aussi Qui sont très souvent bornés. Okay. Très souvent bornés, malheureusement. Et voilà que les choses se passent. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais toujours dans l'opposition. Je suis de ceux qui ont insisté pour que, considérant le temps et la pression et tout ça, que c'est lui qui avait la possibilité de sauver le pays, c'était Tshisekedi. Qu'il ait été en harmonie avec les autres membres de l'opposition ou quoi, mais qu'on le mette à cette place-là. Et je me rappelle cette nuit-là, lui n'y participait même pas et tout ça. Il a entendu au palais du peuple, on a dit, Tshisekedi devient Premier ministre. Ça n'a pas enchanté les gens du pouvoir de l'époque. Et encore que nous avions des ennemis en interne. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient le dos ou les pieds sur la communauté internationale et qui se prêtaient à pouvoir servir cette communauté internationale en dirigeant le pays. Monsieur Christopher. Devant tout cela, voilà qu'arrive Mouzé, il est exécuté. Et tout de suite, la succession de Mouzé nous entraîne dans une très longue période. Des accords. On va d'accord en accord. Et qui dit accord, c'est des arrangements entre individus, des arrangements particuliers qui ne concernent pas le grand peuple, qui ne concernent pas, et qu'on ignore d'ailleurs, superbement. Et on nous pousse à considérer que non, il y a des accords qui ont été signés, et tout ça, nous devons respecter, nous devons... Et tout ça, ça nous met très mal à l'aise. Il semblerait que les avancées du Congo, il y a 20 ans ou 22 ans après,
c'est grâce à ces accords que Tshisekedi veut jeter en pâture, qui ne respecte pas. Et ça a créé maintenant des frustrations aujourd'hui. Nous avons le M23, nous avons autant de tensions dans la région. C'est parce que vous ne respectez pas. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur, mais ces accords, il faut les lire. Il faut les lire. Ces accords sont dangereux Vous pour les comprenez que c'est tout simplement, j'ai dit, ils ont vendu le pays. Ces accords n'avaient rien à voir avec l'émergence du pays. Qui ont vendu le pays? Bon, il y a eu une intelligence. Congolaise ou zaïroise? C'est que Mouzé lui-même a appelé un conglomérat d'aventuriers. Avec des ramifications à l'extérieur. Et puis, d'aucuns soi-disant politiciens, d'autres venus avec des bottes, comme des militaires, et tout ça. Bon, c'est ce conglomérat-là qui a récupéré le pays et qui s'est employé, qui s'est appliqué à détricoter la conscience nationale. On a vu la Gécamine disséquée, on a vu la Miba par terre, on a vu... Et tout ce qui était comme la Banque centrale, devenue une poche, puis servait un groupe. Il y a même des gens qui avaient des cartes où ils tiraient l'argent directement de la Banque centrale. On a vécu ça. La carte Visa. Okay. De la Banque centrale. Pas d'une banque commerciale, voilà. Directement de la Banque centrale. Il semblerait que cette pratique, ça s'est fait, hein, surtout avec les diplomates, pour éviter un peu d'aller prendre trop de temps à la banque. Ça s'est fait un peu même ailleurs. Hein, donc, les chefs de corps, les chefs de corps. Les chefs de corps des institutions. Ça s'est fait lors des missions extrêmement stratégiques. Mais ici, c'est des individus qui s'est pavané dans la ville ici, dans des hôtels, dans des restaurants, tout ça, qui utilisaient leur carte de crédit, paf, pour tirer l'argent de la Banque centrale directement. Donc la richesse du Congo était entre le main d'un groupe des individus. Je ne démontre rien ce soir. C'est connu. Alors, nous nous retrouvons avec ce conglomérat-là qui prend le pays en otage pendant 18 ans. Non, ils ont fait évoluer les pays. J'ai dit bien qui prend le pays pendant 18 ans. Le pays en otage pendant 18 ans. Ils font des accords qui desservent le pays. Ils font des mixages. Et ces accords-là, quand on vous dit que voilà, la gestion du pays à l'est là-bas sera une gestion spéciale, avec des dispositions spéciales où les officiers, les pays voisins dans la sécurité et tout ça, avec l'implication de notre sécurité. Donc, c'est-à-dire, c'était un démembrement qui ne disait pas son nom. Non, c'était plutôt le seul moyen pour eux, les seuls moyens de la paix, c'était ces accords pour que la paix soit à l'Est, parce que chaque paix a un prix. Merci beaucoup. C'est comme un malfaiteur qui entre dans votre maison. Il s'installe dans une chambre ou dans votre chambre à coucher. Et il vous dit le seul moyen pour vous de rester en paix, c'est d'accepter que je partage avec vous votre chambre à coucher. C'est-à-dire votre femme et tout ça comme ça, vous êtes en paix. Je ne vais pas vous tuer. Vous allez vaquer à toutes les autres occupations, mais quand vous revenez le soir, bon, sachez que je suis là. Non, c'était ça le prix. Vous allez dire que vous êtes vraiment en paix. Donc c'était un semblant de paix. Ce n'était même pas la paix, c'est une reddition. C'est une reddition et ces gens, pour la consommation publique, ils parlaient de paix. Il y avait l'assistance quand même de la communauté internationale
qui suivait tous les documents, tous les accords pour nous aider. Vous pensez que moi, je peux vous cette dire communauté que la internationale, communauté elle était si hypocrite pour ne pas nous aider à bien... On connaît bien, n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Si les choses devraient aller dans le sens de leurs intérêts, ce n'est pas vos frères, ce n'est pas vos amis. Pour eux, c'est ça, c'était intéressant. Au bout du compte, ils se retrouvaient et c'était important. Et il fallait même avoir un président qui n'est pas nationaliste. Vous dites Qui n'est pas nationaliste, qui est prêt à brader le Congo. Non, Kabila. Moi, j'étais au ministère des Mines. la passion du Congo. J'étais au ministère des Avoir Mines. la passion, c'est plus qu'être nationaliste. J'étais au ministère des Mines. Même la guerre, là, je l'ai vu arriver. Mouzé, j'ai senti qu'il n'allait pas survivre. Pourquoi? Parce que nous sommes au ministère des Mines, j'étais avec le ministre Kibassa, qui, pour devenir ministre, il est passé par la petite porte, ça dit non, pas par la petite porte. Il a été obligé d'accepter d'abord d'être vice-ministre. Vice-ministre de qui? De Kambale Mututulo, qui était le représentant de l'UDPS à Ituri, qui était le président fédéral de l'UDPS à Ituri. C'est comme vous, là, on vous dit, vous devez d'abord commencer par être le subalterne de votre fils. Après, et tout ça. Cela a été dicté par quoi? Parce que Mouzé, il était enfermé dans une espèce de prison. Et les autres membres de l'AFDEL, les Bizima, les Bouguera et tout ça, ne pouvaient pas accepter qu'un homme de grande stature entre au gouvernement. Et c'est ainsi que Kibassa entre, Mouzé lui dit, voilà, moi je voudrais que vous venez, vous prenez les mines. Parce que j'ai une grande difficulté. Je subirai une très forte pression en ce qui concerne les mines. Et lorsqu'il devient ministre des Mines, d'abord vice-ministre, et puis remaniement, paf, ministre, moi j'ai vu débarquer un monsieur. On dit voilà, son avion va atterrir, et tout ça, c'est un investisseur. Et ce monsieur est venu. Voilà, qui est à l'aéroport, il est venu au ministère, tout ça, dans l'air très décontracté. Il entre dans le bureau du ministre, il lui dit voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, voilà, moi j'ai donné l'argent. Et on m'a signé un document, un manuscrit, qui lui donnait les blocs miniers, une grande partie de l'Est. Alors je suis venu pour que vous êtes ministre, pour que vous puissiez formaliser tout ça. Le ministre lui dit non, nous sommes en train de normaliser maintenant les mines du Congo. Il y a la loi minière qui est en gestation, mais en attendant, les dispositions qui sont d'application ne vous permettent pas d'avoir autant de blocs parce que les mines sont compartimentées en zones exclusives d'exploitation à l'époque, avant de parler des périmètres. Et organisez-vous pour que, soit vous, parce qu'une seule entreprise ne peut pas avoir autant de zones. Le nombre le plus élevé, c'était 4 aires. Et tout ça. Il a un entretien normal avec le ministre. Le monsieur regarde, il dit, non, il prend son papier, il le met en poche. Il dit, je vais voir le président. Il va voir le président. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et devant ce genre de pression, personnellement, je savais que nous étions devant une situation très difficile. Très difficile. Mais nous sommes battus pour avoir la loi minière, qui a été acceptée par même les partenaires qui nous ont aidés. La Banque mondiale était derrière et tout ça. On a eu cette loi minière. Mais qui n'apportait pas beaucoup d'avantages. Et c'est dans ce contexte-là, quand on tue au musée, j'ai vu des gens. Une confusion totale. On nous dit non, la Gécamine doit de l'argent à Billy Rothenbach,
alors il faut céder ceci et tout ça. J'ai vu un monsieur, M. Kibasa, dire, ça je ne le ferai pas. C'était un Katangé. Il dit, je ne peux pas le faire. Là, dans la bouche de la plupart des gens, c'était, il faut privatiser la Gécamine pour qu'elle devienne performante. Moi, je me demande, mais cette privatisation-là, est-ce que les individus qui vont prendre, je ne sais pas, les actions dans la Gécamine ou bien qui vont créer d'autres sociétés et tout ça, est-ce que l'État serait ouvert? Point d'interrogation. Vous savez, c'est que la privatisation, début Mobutu, ces discours-là, je l'entendais, même à la conférence ensemble. Privatisation, privatisation. C'est-à-dire le bien qui nous appartient, qui appartient à l'État. On vous dit qu'il faut que ça appartienne aux individus. C'est un mot que beaucoup peut-être sans le maîtriser, adopté. Et ce discours n'a pas changé. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, au lieu de dire que nous avons des mauvais dirigeants, des mauvais mandataires, on nous dit la solution, il faut toujours privatiser les entreprises publiques. Si elles deviennent des entreprises, donc si elles appartiennent au privé, elles vont mieux fonctionner. Non, les gens qui ont plus l'expertise. Nous avons vu, encore j'aurais voulu qu'on privatise, moyens, que ces entreprises-là reviennent à partir aux Congolais. Ok. Mais dans ce secteur-là, on privatise, la loi n'oblige pas que... Même les Congolais qui les récupèrent, c'est juste pour un temps, ils les revendent à des prix exorbitants, ils récupèrent à vil prix, ils les revendent à des prix exorbitants, et puis ils se contentent d'avoir l'argent, de mettre l'argent de côté. Alors, voilà un peu, nous avons évolué de cette manière-là, et nous nous retrouvons avec Félix. Imaginez, dans un pays où le contrat chinois, on a eu à les renégocier. Il y a des choses oui, il y a des choses qu'on ne peut pas renégocier ou qui nécessitent pour que le Congo se retrouve, il faut que ça soit renégocié. Alors, mais nous nous retrouvons avec les mêmes qui ont vendu là. Qui ont vendu. Moi, de mes yeux, j'ai vu la Gécamine en train d'être disséquée et tout ça. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui s'agitent pour vous dire qu'ils avaient à leur époque, il y avait la paix, voilà le prix de cette paix-là. Alors, monsieur Christophe Ngoy, monsieur Enoch, je peux avoir la photo où il y a l'ancien président Joseph Kabila et Katumbi parlons-en, parce que la photo, ils sont à deux. Voilà, regardez cette photo, monsieur Christophe Ngoy. Est-ce que cette photo vous fait peur? Vous qui sont à côté de Félix Antoine Tshisekedi, parce que nous avons un opposant contre le régime, Moïse Katumbi, qui était candidat président de la République. L'opposant, Moïse Katumbi. Vous avez un résistant, Joseph Kabila Kabange. Les deux en train de faire une réunion. À la fin, il y a un communiqué. Vous êtes de la société civile, vous avez lu les communiqués. Ils ne sont pas contents parce que vous avez brisé l'alliance. Vous voyez, tout ça. C'est un complot contre la République. Si vous voyez ces deux Congolais se réunir pour se réarmer, pour chasser les dictateurs Tshisekedi du pouvoir. De un, nous sommes devant deux fulbitiers. Vous dites. Deux fulbitiers. Ok. De grands chemins qui considèrent ce pays comme un beefsteak. Comme un bien sans maître. Lorsque je parle là, j'ai comme Katumbi était ici, fils de Katebe Katoto, Katebe, fils de Katebe, son frère Katebe Katoto. Ils disent toujours qu'ils étaient dans le poisson. Un matin, il fait saisir les produits de la Gécamine. Qui? Katumbi. Il fait saisir quoi? Il fait saisir, il dit la Gécamine lui devait l'argent, il fait saisir les produits de la Gécamine, je crois bien en Zambie. Et dans la foulée, il fuit. Là, c'est Mouzé qui est président. Il fuit. Et quand le fils de Mouzé
passe président, il le fait revenir au pays. Au nom de la paix. Voilà, au nom de la paix. Et une paix de lâche. Et quand il revient au pays, ils entreprennent l'œuvre de la destruction. L'œuvre? De la destruction. Non. Katumbi, à son époque, est de ceux qui il a fait avancer les grands Katanga. Qui ont bénéficié, Kabila aussi. qui ont bénéficié des centres de la GKB. Katumbi? Oui. Et il s'est dit nationaliste et tout ça, mais pour lui, c'était que la GKB meurt. Aujourd'hui, si à l'époque, là, si on vous donnait même un petit morceau de la GKB, vous êtes riche. Mais il dit à qui veut l'entendre, il a vendu du poisson pour devenir si riche. Alors, il est gouverneur, Kabila le fait venir, puis gouverneur de la province du Katanga. Moi, j'y allais au Katanga. Le Katanga d'alors et le Katanga d'aujourd'hui, bien que disséqué par la volonté de Kabila. Pour quel intérêt? Je vous ai déjà expliqué ça sur ce plateau. Ce n'est pas comparable. Le Katanga de l'époque et celui d'aujourd'hui, quand on prend, par exemple, le Kolwezi, on prend le Bumbashi, ce n'est pas comparable à l'époque de M. Katumbi. Et il fait changer même le circuit d'exportation des produits parce qu'il a amené des véhicules, ça devait lui profiter. Et tout ça. C'est aujourd'hui qu'on est en train de vouloir réduire le temps, réduire les charges pour que les produits miniers, bon, malheureusement, qui n'appartiennent plus entièrement à la GKM comme à l'époque, et qui engraissent les multinationales, puissent être évacués et puis ça peut nous permettre d'engager quand même quelques profits. Et voilà l'œuvre de ce monsieur-là. À un certain moment, sentant la pression, parce qu'on les a soumis à une pression très soutenue. Très soutenue. Et ils se sont dit, voilà, Katumbi dans sa tête, considérant le Congo comme un beefsteak, il dit, voilà, quand vous êtes fait un mandat, bon, donnez-moi le flambeau, je continue à exploiter tout ça. Bon, l'autre hésite un peu. Et moi, je pense que c'est dans leur stratégie, ils se disent, il faut aller infiltrer l'opposition. Il y a eu une première tentative d'infiltration de l'opposition, mais qui n'a pas réussi. Je n'aimerais pas en parler aujourd'hui. Mais le temps où nous sommes, ce momentum ici, les gens vont se démasquer. Il y a eu une première tentative d'infiltration de l'opposition. La deuxième, c'est avec Katumbi, qui va avec l'argent, il apporte beaucoup d'argent. Et sa mission, c'est de prendre la tête de l'opposition. Là, il trouve quand même des gens aguerris qui estiment, nous ici, nous estimons que avec ce que nous avons connu comme combat, ce que nous menons comme combat et tout ça, le monsieur de 1, il est sans vision. Katumbi? Ouais. Sans idéologie. C'est juste un homme d'affaires. Quand vous parlez avec lui... Il est chef d'un parti politique. Il a des professeurs derrière lui, vous avez les Kamitatou, vous avez les gens vraiment qui ont vraiment suffisamment étudié. Quelle est l'idéologie de son parti? J'ai vu à l'approche des élections l'autre fois, on a débuté sur les réseaux sociaux un projet de société que lui-même a été incapable d'interpréter ne serait-ce que 5% de ce projet de société-là. Lui, Katumbi, parce que ça n'émanait pas de lui. Et je le suivais dans ses interviews, s'il allait s'appuyer avec un projet de société si élaboré. Et je voulais l'entendre quand même exploiter quelques... Son porte-parole, Kamitatou, parle à sa place. Encore moins. Lui parle, il argumente. A une bonne diction, oui. mais dans le fond, il n'y a pas de substance.
ne serait-ce qu'à exploiter leur projet de société qu'ils avaient mis dans la presse et tout ça. Moi, j'avais eu le temps de le lire. Dans certaines parties. Mais quand je les écoutais, on dirait qu'ils avaient commandé cette histoire-là dans une université où ils avaient mis en place un groupe. Donc, leur projet de société, c'était un plagiat, si je comprends bien. Non, non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'eux-mêmes ne portaient pas ça. Alors, voilà. Une question directe. Est-ce cette réunion entre Katumbi... À les entendre, au moment où ils devraient s'appuyer sur ces éléments-là, mais je me demandais, mais ces gens parlent d'autres choses alors qu'ils ont un projet de société qu'ils devaient vulgariser. Joseph Kabila avait récupéré la tête Kabila, de l'opposition. Je vais maintenant vous dire la réalité, c'est quoi. Katumbi, Kabila le charge de prendre l'opposition, de prendre la tête de l'opposition. Mais il n'est pas parvenu à réussir. Alors, il s'est fait que, devant un fait accompli, il perd le contrôle. Parce qu'il y a plus fort que lui, c'est Félix qui vient avec l'UDPS, qui a milité pendant plus de 30 ans, qui a une base, solide, la réunion, et eux-mêmes se rendent compte que si nous trichons, nous risquons de basculer dans un désastre qu'on ne pourra pas contrôler, mais qu'on nous donne tout simplement des garanties d'émigrer au pays, de vivre et tout ça. C'est ce que le président Félix leur a accordé. Et voilà que aujourd'hui, le même Katumbi, lorsque on met de côté la coalition FCCH, lui, il promettait quoi? Le déluge, si un jour on mettait de côté la coalition FCCH. Parce que, en parlant avec le président Félix, un jour il m'a dit, j'ai l'impression que, même autour de moi, il y a certains conseillers qui ont pour mission de me faire voir que mettre fin à la coalition FCCH est extrêmement dangereux. Ça, c'est le président qui vous avait dit ça? Oui. Ok. Serait extrêmement dangereux, et ainsi de suite. Mais, quand j'analyse la situation qui se présente, je pense que cette coalition, c'est le plomb que j'ai dans l'aile. Et je dois m'en défaire. Et il l'a fait. Vous l'avez déjà fait? Voilà. La réapparition de Joseph Kabila avec Katumbi. Est-ce un message fort pour que les régimes comprennent que les choses sérieuses maintenant commencent? Parce que Fayoulou, Katumbi, Sesanga et les autres, ensemble, c'est une arme très difficile à lutter. Certains s'attendent 2 ou 3. Non, écoutez, c'est que les amis Sesanga et Katumbi ne savent pas, et Fayoulou ne savent pas. Les deux ici, ils ont toujours été ensemble. Vous dites? Les deux, Kabila et Katumbi, ont toujours été ensemble. Vous parlez de la réconciliation. Et ils ont toujours, ils ont le même tronc. Le même tronc. Comment ça? Les mêmes racines. C'est des Siamois? Ils ont toujours été ensemble. Là, je pèse mes mots. Ils ont toujours été ensemble. Et ce n'est pas un événement de les voir ensemble comme ça. Alors, ils ont eu des petits différends sur des problèmes d'argent. Peut-être qu'ils se sont mal partagés, l'un a roulé l'autre. Parce qu'une fois, ils ont tenté de se réconcilier au Katanga là-bas. Oui. Sous la roulette de... Réconciliation katangaise. Oui, de l'évêque là-bas. Mais dès qu'on leur a donné l'opportunité de se retrouver face à face, l'un a demandé à l'autre des comptes. Et ça s'est coupé. Voilà. Aujourd'hui, comme ils se sont retrouvés là, je crois qu'ils ont eu à harmoniser du point de vue de leur compte. Mais si vous regardez même la photo, vous allez voir que
Kabila, Kabila, Les il ne fixait même pas Katumbi. Katumbi fait l'effort de les regarder, mais Kabila regarde ailleurs. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si c'est juste une séquence où au moment où Kabila regardait ailleurs, Katumbi et tout ça, les photographes. Mais c'est la photo qui a circulé. Mais je vois seulement que Kabila est gros. Oui. Non, il a maintenant la paix. Alors, maintenant, la réalité, c'est laquelle? C'est que les Congolais doivent retenir. Nous sommes en passe, nous sommes devant une réalité. La réalité, c'est laquelle? Ces deux messieurs ici. Des grands messieurs. Deux grands messieurs, deux gros messieurs. Kabila a grossi. Hein? Ils veulent récupérer le Congo par tous les moyens. Kabila, d'aucuns disent que c'est le père de la démocratie. Mais un père de la démocratie qui a régné la démocratie. Comment ça? Mais lorsqu'il vous dit, voilà, il ne faut même pas s'enrôler. Et c'est ce qu'il dit dans le chemin de la démocratie. Il dit qu'il ne faut même pas s'enrôler, il a refusé d'aller aux élections. Mais Tshisekedi avait fait ça. Écoutez, Tshisekedi avait fait ça. Quand Tshisekedi avait fait ça, Tshisekedi n'a jamais demandé aux gens de ne pas s'enrôler. Non, en 2006, il ne se présente pas. En 2006, il avait dit qu'il ne faut même pas aller dans ces choses-là. Écoutez, vous vous rappelez, suivez ce que je suis en train de vous dire. Tshisekedi dit, même s'il l'a fait, oui, dans le contexte de l'époque, oui, mais il fallait se méfier totalement. Parce que regardez ce que Kabila a pu faire en se servant de ce processus-là de Sun City. Mais il a fait des dégâts. Il était clairvoyant. Et maintenant, voilà que Kabila dit aux Congolais de ne pas s'enrôler, de ne pas aller aux élections. Et il prépare quoi? Il a un pion, c'est Nanga, qu'il met sur l'échiquier. Ce n'est pas le cas du chef de l'UDPS. Il met Nanga sur l'échiquier. Qui accuse Kabila sans donner de preuves aux Congolais. Certaines personnes pensent que c'est la vie de l'UDPS. J'ai toujours dit que de faire porter les autres le fardeau quand vous échouez. Nanga, c'est Kabila. Selon l'UDPS, selon moi. Okay. Vous avez des preuves? Oui. Vous dites? Oui. On peut vous convoquer. L'ANR est là et je n'ai pas peur d'être on peut vous convoquer, que vous puissiez donner des preuves que Kabila... Nanga m'appelle un soir, une nuit, vers 2 h du matin. Okay. Corneille Nanga. Corneille Nanga. Mon téléphone sonne. J'ai un fils qui s'appelle Corneille Ngandou Ngoyi. 2 h du matin, pendant le sommeil, paf, je prends des lunettes. Je n'ai même pas le temps de mettre des lunettes, mais je prends quand même. Allô, à qui ai-je l'honneur? Corneille Nanga. Non, c'est Corneille. C'est pas la voix de mon fils. J'ai dit, mais quel Corneille? Il dit Corneille Nanga. J'ai dit, qu'est-ce que on peut faire à cette heure? Et là, je sens qu'il est dans une réunion avec les Kabila ici. Il me dit, non, écoutez, Christopher, nous vous proposons de prendre le CNSA. Là, on a fini le truc de la Senko, là. Le président Tshisekedi est mort. Le docteur Etienne Tshisekedi. Mais nous proposons de prendre le CNSA et tout ça. J'ai dit, ah bon? Êtes-vous d'accord ou pas? J'ai dit, mais vous êtes de la CENI. Le président de la CENI qui vous proposait de prendre le CNSA. Est-ce que lui, il est politique? À vous de répondre. Moi, je lui dis, en tout cas, je ne suis pas intéressé. Ça s'arrête là. Et je me demande, mais comment quelqu'un qui est de la CENI peut être dans des réunions à 2 h du matin en train de m'appeler pour me proposer une fonction. Après, paf, oh, c'est Olenganko. Donc, vous avez refusé Olenganko? Non, j'avais refusé. Je lui dis, je regarde la caméra. Nanga est vivant, il le sait. Il le sait. Si vous écoutez aux appels et tout ça, vous verrez qu'un jour, quelquefois, Nanga m'a appelé. Donc, alors, j'ai dit, niet. Et je reviens pour dire que Kabila sort Nanga. Son plan B. Son plan B, c'est sa carte. Son objectif, c'est de commencer une marche armée jusqu'à Kinshasa. Et pendant ce temps, Kabila, qui a toujours été supplétif du Rwanda,
y a tous ces conglomérats-là. À un certain moment, on a eu l'impression que Nanga avait du poids de la bête. Il était en train d'avancer très vite. Il a pris des contrées, il a pris ceci et tout ça. Entre-temps, je vois les deux barons en train de se présenter pour dire bientôt là, on aura un Tshisekedi à genoux. Entre-temps, Kagame, il refuse d'aller à Luanda. Donc pour Et vous, les deux barons s'affichent. Non, ils sont. Donc politiquement, c'est un message. C'est un message, c'est-à-dire. Kagame a humilié Tshisekedi je et Kabila cherche maintenant à réunir certains Congolais pour. Ils agissent ensemble. Okay. Chacun a son rôle. Okay. Chacun a son rôle. Mais ils ont en face d'eux un homme très, très intelligent. Félix Tshisekedi. Oui. Et qui s'amuse avec eux. Parce que Kagame dit le problème du M23, c'est un problème congolais. Entre-temps, ce sont les minerais qui sont pompés au Rwanda là-bas. Et les multinationales et même des avions saisis à l'extérieur. Et le président Félix engage une diplomatie agressive. Et il met le monde entier, il le prend à témoin. Les services internationaux, les services de renseignement internationaux et tout ça, de façon croisée, ils vérifient certaines allégations. Ils disent, c'est fait. Ils font leur opinion que Kagame, ce gars ici, il se moque de la communauté internationale. Il se prend pour quelqu'un de très malin et qui fait des choses au grand jour, tout en pensant que personne ne le voit. Et voilà que, comme il est là, il est foutu, isolé, complètement foutu. Merci. Et refuser d'aller à Luanda. C'est parce qu'il sait qu'il y aille. Il est déjà dans le coup. Pour les autres, il a humilié Tshisekedi. Même pas. Et Tshisekedi est allé là-bas parce qu'il savait qu'il l'a déjà eu. Okay. Que Kagame se pointe, il viendra signer à la place du M23. Okay. S'il ne se pointe pas, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que au niveau de plusieurs instances, on a déjà noté que le Rwanda agresse le Congo. Il y a des preuves et Kagame assume cette agression. Ok. Qu'il signe ou pas, il est déjà. Il porte ce il a englouti dans l'affaire. Il a englouti dans l'affaire. Donc de ce côté-là, il n'y a plus rien. Et maintenant, les autres là, ils prennent les Congolais pour des imbéciles. Ils ne savent pas que nous savons que tout ce que Nanga fait, c'est ce monsieur ici. Et l'autre, c'est son partenaire. Non, Joseph Kabila et Katumbi. Oui. Katumbi, il sait que ça, c'est l'aile politique. Il sait que Nanga, ça, c'est l'aile politique. Les patrons de Nanga, c'est Kabila. C'est Kabila, je l'ai toujours dit. Katumbi, c'est ça. Les patrons de Nanga, c'est Kabila. Et il compose avec Katumbi. Alors, c'est l'aile politique. Et d'un côté, il distrait les Congolais politiquement pour dire, voilà, vous voulez parler de la Constitution. Alors que la Constitution, donc Kabila s'est taillé comme étant son œuvre. La Constitution a avili la nation congolaise. Voilà. Monsieur Christophe Ngoy, le mot de la fin, le chef de l'État, son itinérance dans plusieurs provinces, mais récemment il était au Grand Kasaï. Il était devant le peuple kassaïen. C'est le peuple qui lui a demandé de changer la Constitution. Il a dit en lingala, nous sommes vos serviteurs. Ce que vous nous demandez, c'est ce que nous allons faire. Est-ce le chef veut violer la Constitution quand il dit nous allons changer la Constitution si vous décidez qu'on change la Constitution? C'est votre mot de la fin. Mon mot de la fin. Moi, je suis simple. Si je n'avais pas participé à la conférence souveraine, si je ne maîtrisais pas la profondeur et la qualité du travail qui a été fait, j'ai toujours dit, je serais d'avis que j'adopterais peut-être la position de ces gens ici.
Mais lorsque je considère que ce pays était sur un cheminement qui a été interrompu pour nous amener dans la brousse ou dans la boue. Nous avons pataugé. Parmi les éléments qui peuvent nous servir, nous permettre d'accéder à la terre ferme, il y a cette constitution-là. Qui est le reflet des différents accords là, où Kabila est allé signer avec Kagame, donc il prenait les Congolais pour des imbéciles. C'est des mêmes gens. Ils se retrouvent, ils disent voilà, on signe un accord sur des Congolais qu'on ne consulte même pas. Alors, aujourd'hui, le peuple doit être serein. Nous sommes à un tournant décisif. Tout dépend de la manière dont nous allons nous comporter. Ou, voudrais-je dire, c'est la manière dont nous allons nous comporter qui va déterminer notre aptitude à sauver le pays définitivement ou à courber les chines définitivement. Pour ce faire, il y a plusieurs actions à mener. Il y a le front diplomatique qui doit continuer. Il y a le front militaire à l'est là-bas. J'ai toujours conseillé le président, notre armée étant insolemment infiltrée, qu'il fallait, il suffisait de mettre en place soit un ministère en charge de la guerre ou une unité homogène, adiabatique. Quand je dis adiabatique, c'est-à-dire sans échange avec l'extérieur, et qui va affronter les M23, les UPDF et tout ça, vous verrez qu'ils ne sont pas si forts. On va gagner ce front-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque fait. C'est presque fait. Il y a eu une nouvelle mise en place, mais il y a déjà une unité spéciale qui a été déjà constituée et l'évolution est bonne. Merci. Ça, c'est de 1. De 2. Cette guerre qui est à l'est là, les Kabila et autres la préparent même à Kinshasa ici, à Lubumbashi, dans des grandes villes. Autant ils ont des éléments tapis dans ces grandes villes-là, ils en ont ici à Kinshasa, ils en ont dans le Congo central. J'assume ce que je dis. Et pour eux, les choses sont presque cuites et tout ça. Maintenant, ce qui leur fait peur, c'est quoi? C'est de voir que Kagame, qui est leur patron, n'est plus en odeur de cet État vers la communauté internationale, qui regarde, qui voit que le Congo a développé maintenant la capacité de résister et même de gagner la guerre. Alors, eux ne voient que des intérêts. Merci. Il faut peut-être composer avec le Congo. Merci, voilà monsieur. Merci, monsieur Christopher Ngoy. Nous avons bien compris que si les chefs de l'État... Quant à la Constitution, on doit suivre la volonté du peuple et personne ne peut nous empêcher de consulter ce peuple-là. Même moi, j'aimais mes avis, mais il faut se référer au souverain primaire. Kabila a dû contourner le souverain primaire pour changer la Constitution quand il voulait. Mais il y a un article 220, un article verrouillé. L'article 220 verrouille certains articles. Okay. Mais ne verrouille pas la Constitution, ne se verrouille même pas l'humain. Merci, monsieur Christopher Ngoy. Vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais vous avez donné l'interprétation. Il y a des grands constitutionnalistes qui l'ont dit. Moi, je le disais avant, vous ne voulez pas croire. Mais il y a des grands constitutionnalistes qui l'ont dit derrière moi. Merci, monsieur Christopher Ngoy. On vous croit toujours en retard. Pour les autres, vous êtes un prophète politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Christopher Ngoy, président de la société civile de la République démocratique, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, chers Congolais. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube. Pas de problème. 30 secondes, regardez. Nouvel an, un lever de nouvel an. Bonne année 2025. Et au chef de l'État aussi. Et au chef de l'État, oui. Je précise que vous êtes... Bonne année 2025. Que vous êtes mandataire.
sous le régime Tshisekedi. Oui, Ok. je suis mandataire non actif. Bonne année 2025. Et tous les amis, les collègues de la société civile qui est multidimensionnelle, bonne année 2025. Merci, merci à vous. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV Delcassa Télévision. Christophe Ngoy, c'est un grand monsieur de la République démocratique du Congo, une tête bien faite. Vous m'avez demandé de l'inviter. Je l'ai mis la pression. Il est en Europe, hein, mais je l'ai mis la pression quand il est venu. Je l'ai pris parce qu'il vous aime, il respecte le peuple et le public. Voilà pourquoi il est venu répondre. J'étais à Moscou, j'étais en Indonésie, voilà. Vous étiez en train de chercher... J'étais en Russie, j'étais en Indonésie. Le renfort pour Tshisekedi. Non, je suis mandataire public. Je vais vous chercher pour en parler. Merci à vous. Merci à l'équipe. Suivez cette émission et déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV Delcassa Télévision. Un grand merci au réalisateur et c'est lui qui a la régie finale, M. Enoch, réalisateur Masunda, assisté par Germain, côté YouTube, Kenny et Rachidi, une autre RDC possible. Au revoir.